Aujourd'hui, nous inaugurons en fait une série de conférences que j'ai appelées, avec mes collègues du Collège de France, les grandes conférences du Collège de France. La raison pour laquelle nous faisons ces conférences, c'est que nous n'avons pas toujours la possibilité d'avoir en résidence des artistes en particulier, mais pas uniquement pour une période de 1 an, et que nous voulions quand même pouvoir entendre des personnalités aussi éminentes que celle que nous accueillons ce soir, qui est évidemment, vous le savez, un très grand artiste. Les artistes sont en général, surtout quand ils sont très contemporains, très controversés. Ça peut arriver, c'est plutôt bon signe. Mais ce que vous voyez ici n'est pas une controverse. C'est un acte absolument scandaleux qui s'est produit dans les jardins du Palais de Versailles et qui associe l'idée d'art dégénéré avec une marque tout à fait évidente d'antisémitisme. Ce qui était évidemment totalement inacceptable, d'autant plus inacceptable que, d'une certaine façon, nous n'avons pas entendu énormément de protestations de la part des gens qui sont si prompts en général à protester. Et c'est ce qui nous a donné envie d'inviter Anish Kapoor pour inaugurer cette série, parce que nous voulions faire obstacle, d'une certaine façon, répondre de façon spectaculaire, aussi spectaculaire que le Collège de France le peut, évidemment, à cette insulte, en fait, faite à un grand artiste. D'autant plus que, comme vous le savez, malheureusement, cela n'est pas totalement isolé d'autres phénomènes, et en particulier de phénomènes qui ont lié avec la montée de l'extrême droite en Europe. Et on le voit un petit peu partout, en particulier sur les questions de l'immigration. Hein. Et c'est un deuxième acte que nous allons faire, en professeurs du Collège de France, ont décidé d'avoir au mois d'octobre leur colloque traditionnel, auquel vous êtes tous évidemment chaleureusement invités, sur la question des migrations, des réfugiés et de l'exil. Et cette conférence se tiendra sur 3 jours, parce que le 12 octobre, nous aurons une table ronde à partir de 16h30 de connotation un peu plus politique que les colloques qui sont plus académiques et qui ont lieu le 13 et 14 octobre. Donc cela a un sens pour nous, et ce sens, c'est que le Collège de France n'est pas le collège de cette France-là et que nous voulions le faire savoir, en particulier à ceux qui avaient pu être blessés par la façon dont ils avaient été accueillis dans notre pays. Il vient l'heure maintenant pour moi des remerciements, et en particulier, je voudrais remercier la Fondation Hugo. La Fondation Hugo et sa directrice, Madame Florence Serras-Rioux, nous permet d'organiser ces conférences, mais aussi d'autres événements. Vous avez assisté, certains d'entre vous, je l'espère en tout cas, à un magnifique concert de l'IRCAM. Et ce colloque sera aussi évidemment soutenu, mais plus que soutenu, parce qu'entièrement financé par la Fondation Hugo, que je veux remercier du fond du cœur. Je voudrais aussi remercier Kamel Menour et Jessie Mansui, qui ont une magnifique galerie à Paris et qui nous ont emmenés, Madame Serras-Rioux et moi-même, dans l'atelier d'Anish. C'était une visite absolument formidable. On a passé une journée merveilleuse à traverser les œuvres et les différentes périodes les plus récentes, mais quand même, vous verrez, vraiment contrasté du travail d'Anish. Évidemment, Jean, je voudrais te remercier, Jean Deloisy, que vous savez, est le président du Palais de Tokyo. Il a fait un travail extraordinaire au Palais de Tokyo, qui est devenu un des endroits vraiment les plus importants pour l'art contemporain. Et Jean, je te remercie d'être venu et d'avoir accepté de discuter avec Anish Kapoor, que je remercie bien entendu, parce que c'est quand même lui qu'il faut remercier le plus d'avoir accepté de traverser le Channel. J'espère pas pour la dernière fois. En tout cas, si c'est pour la dernière fois, il faudra rester de ce côté-là. Voilà. Merci, Alain. Forgive me, but I am... Merci, Alain. Je vous prie de m'excuser, mais je vais m'exprimer en anglais. Car
Ce dont je veux vous parler est assez particulier. Tout d'abord, j'aimerais dire que mon père était un réfugié, ma mère était réfugiée et je suis émigré moi-même. Et je pense qu'il est important de reconnaître que nous sommes tous en transit, que nous sommes tous en partance pour un ailleurs. Être de quelque part est quelque chose d'assez étonnant, surtout pour un artiste juif. Donc, je n'ai pas l'habitude de lire un discours que j'ai préparé à l'avance, mais c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je vais vous lire ce que j'ai préparé. Vous m'avez demandé de venir vous parler de l'art. Je suis un artiste et je ne peux que m'exprimer en tant qu'artiste. Mais je ne suis pas un artiste simplement parce que je dis que je suis un artiste. Je suis un artiste parce que je pratique l'art. Bien souvent, j'ai dit que je n'ai rien à dire en tant qu'artiste. Et ceci n'est pas une déclaration équivoque. Ne rien avoir à dire est une vérité ontologique pour un artiste. L'art, et c'est là l'une de mes grandes questions, l'art recherche du sens simplement lorsque c'est inévitable. Donc, nous ne cherchons pas de sens, c'est uniquement lorsque le sens est inévitable. Le travail de l'artiste, c'est d'amener une situation à un sens si ce sens doit exister. Le sens fait chose et l'artiste doit faire confiance et savoir que son œuvre suffit. La pratique quotidienne dans l'atelier est donc par nature spéculative et expérimentale, parfois poétique, mais la plupart du temps absurde. Et ça, c'est très important également, j'en ai bien peur. Ce n'est pas la représentation d'une idée ou d'une préconception. En réalité, c'est un continuum expérimentable, sans objectif, qui peut éventuellement avoir un sens philosophique. C'est en faisant que l'on révèle. J'aime cette comparaison avec la psychanalyse, donc vous voudrez bien m'excuser, mais dans le discours psychanalytique, entre un analyste et son patient, le contenu, tout ce qu'il y a de profond, émerge malgré les problèmes qui sont discutés. Le contenu est donc la conséquence totalement inattendue de ce qui est dit. Le contenu est un axiome. Le contenu contient la vérité, même si toutes les circonstances sont modifiées. Et lorsque ce contenu, on parvient à le saisir, il devient de l'or alchimique. Donc le contenu est véritablement important. Le contenu est donc la conséquence totalement inattendue d'un acte. Le contenu se révèle, il n'est pas pensé. L'atelier, c'est le ventre d'un secret, d'une abjection qui a besoin de révéler tout ce qui est en désordre. Et mon objectif est bien de pousser tout ce qui est irrésolu, tout ce qui est en désordre, tout ce qui est incertain, de voir le corps totalement ratatiné dans sa nudité, qui vomit ses malveillances et duquel va sortir l'ordre de la vie. Ma grande difficulté, et là c'est la vérité, c'est de désapprendre, de me déséduquer, de désapprendre ce que je sais. Et la question, et je pense que c'est là quelque chose d'essentiel, parce que il y a des artistes qui disent qu'ils savent des choses. Moi, je ne sais rien. Je veux faire les choses que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas non plus. Donc, ma plus grande difficulté, c'est de me déséduquer, de désapprendre. Et du coup, la question, c'est comment approcher tout cela sans illustrer un problème. Car, comme nous le savons tous, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'un corps, et qu'un corps qui sent,
et un corps qui se perd tellement facilement dans la quotidienneté. La beauté, et nous devons parler de la beauté émerge pas parce que nous le voulons, mais simplement parce qu'elle est inévitable. En dépit de nos désirs ou de nos souhaits, notre travail est donc de savoir reconnaître la présence de cette beauté. L'artiste ne doit pas travailler d'une manière plus ou moins intéressante. L'artiste doit accepter tout ce qui est de troublant au sein de lui et doit combattre entre l'inattendu et la rationalité. Il doit mener un combat contre des fantômes dans une grotte très sombre de laquelle peu va sortir. Et tout ce que je me demande, c'est d'être ouvert à cette peur du rien. Et à ce moment, tous ces secrets absolument terribles vont pouvoir émerger sans même que je les invite. Lorsque les formes des choses se dissolvent dans la nuit, les ténèbres de la nuit, qui ne sont ni objet ni la qualité d'un objet, quand tout cela nous envahit telle une présence, dans la nuit, dans l'obscurité, nous n'avons pas à traiter de quoi que ce soit. Ce rien n'est pas le néant. Il n'y a plus ceci ou cela. Il n'y a pas quelque chose, mais cette absence universelle est à son tour une présence absolument inévitable. Ce n'est pas un contrepoint dialectique de l'absence et nous ne pouvons la saisir par la pensée. C'est quelque chose qui est immédiatement là. Il n'y a plus de discours. Rien ne nous répond, sinon ce silence, sinon la voix de ce silence que l'on comprend et qui nous terrifie, tel le silence de ces infinis espaces dont Pascal nous parlait. Les choses sont, sans que ce qu'elles sont soit important, sans qu'il soit possible de définir un substantif. Il y a comme une forme impersonnelle, comme on dirait il pleut ou il fait chaud. C'est l'anonymité qui est essentielle. Ce paragraphe de Lévinas, vous avez sans doute reconnu ce paragraphe très connu, décrit la qualité d'un objet. Cela nous dit que les objets existent de manière liminaire dans des états, dans un entre-deux. Ils sont là entre le physique et le néant. Mais même ce néant n'est pas le néant pur. Ce rien, ce néant, nous envahit telle une présence, nous dit Lévinas, une présence absolument inévitable. Elle est là, immédiatement, totalement présente, nomade, telle la vérité védique. Et je suis indien. Et c'est là que l'on décrit la condition d'un objet. C'est absolument étonnant, mais un objet doit devenir avant d'être une sculpture. Et c'est là une description tout à fait profonde. Cet objet est, avant d'exister, un objet qui a un poids, une forme, une puissance extraordinaire. Cet objet est. Cet objet n'a pas de forme personnelle, mais devient présent immédiatement, bien qu'il soit sombre et que sa présence soit incertaine. Cette condition de l'objet liminaire, inévitable, a émergé dans ma pratique artistique au cours des années, et j'y reviens très régulièrement. Je voudrais vous montrer quelques images maintenant. Et là, c'est une photo d'une œuvre qui s'appelle Ascension, avec une fumée qui forme une colonne qui plane au-dessus de la qualité d'un objet et celle d'un non-objet.
Next, Ensuite, which explains When I'm Pregnant, in reverse. qui exprime exactement la même idée mais à l'envers. Vous voyez à peine, mais c'est justement le but recherché. Vous avez cette forme prégnante qui se fond dans le mur et qui disparaît, qui est vue uniquement comme objet quand on le regarde latéralement. In partiality, the whole Mon intérêt dans la partialité, dans l'objet qui émerge, est né après un travail sur la couleur et sur la capacité des couleurs à déplacer l'espace. Les couleurs ne sont pas simplement une surface, un revêtement. La couleur est une condition. J'ai utilisé la couleur comme matière physique, comme matière première. J'ai fabriqué des objets à partir de pigments, des trucs, comme on dit en anglais. Des trucs qui ont un vrai aspect physique et qui pourtant ne perdent jamais cette qualité ésotérique qu'est celle de la couleur. La couleur d'un objet ne le décrit pas, la couleur d'un objet transforme la réalité de cet objet et remet en question la véritable nature de l'objet. Et ça, je vais y revenir encore et encore. here next, Voici maintenant l'image d'une œuvre qui s'appelle Mountainous Descent into Limbo. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, Mountainous Descent into Limbo. Le Christ est debout, nous tourne le dos. Il est le héros de cette scène, armé de sa seule foi, hand in et il la tient dans la main gauche sous la forme d'un bâton ou d'une pique. Et il fait face, il me semble, et allows our hero c'est la foi qui lui permet de descendre, d'aller dans cet entre-deux, dans les limbes. Et c'est là le tournant, un inversement de l'appel à la lumière très platonique. Ici, le Christ, notre héros, peut descendre vers les ténèbres et over the years faire face à ce vide infini. Au cours des années, ma pratique m'a amené à essayer de comprendre la condition de la matière. En 1987, j'ai travaillé sur une œuvre qui s'appelait Adam. Vous avez là cette pierre avec du bleu qui remplit l'espace. Et cette qualité d'un intérieur plus grand semble contredire ce que nous savons des objets. Comment est-ce que l'intérieur peut être plus grand que ce qui le contient? En 1982, cette œuvre s'appelle Descent into Limbo, descente dans les limbes, une pièce avec un vide au milieu de la pièce de 2 mètres de diamètre et qui est aussi profond que ce que vous pouvez imaginer. Il ne s'agit pas d'un trou, il s'agit d'un espace rempli de ténèbres, dangereux, et la peur doit jouer un rôle. Le sublime n'est pas une proposition esthétique, c'est une réalité, c'est une vérité. Ici, vous êtes sur le bord d'un néant ou de tous les espaces. Et il semble que j'ai trouvé la nouvelle condition d'un objet qui est liminaire, qui est totalement vide, à la fois présent et absent. Je ne peux m'empêcher de conclure que cette condition de l'objet est également la condition de nos corps, à l'intérieur, sombre et beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. the void object is not L'objet vide n'est pas un objet qui ne contient rien. Son potentiel est toujours présent, prégnant. Le vide nous renvoie notre regard et c'est notre foi qui nous amène à remplir ce vide de contenu et de sens. Et le vide devient plein. Les choses sont renversées this must reveal our et ceci révèle nos fantasmes, notre fantasme de nous vider. Quelquefois, nous devons faire face à notre propre mort et nous dire non, nous ne serons pas finis, ce ne sera pas la fin. La contradiction est une vérité essentielle, une chose et son opposé. La terreur sur l'épaule
Et peut-être qu'après tout, ce n'est pas vrai. Peut-être que le vide, que le néant n'est pas rempli de possibilités. Peut-être qu'il y a une véritable fin, peut-être qu'il y a une véritable mort, peut-être qu'il y a une véritable perte de soi-même. Maintenant, je voulais vous parler d'un poème de Paul Salam. There will be something later. Il y aura quelque chose plus tard qui vous remplira et qui vous amènera dans les cieux. Je suis là, au bord de la folie, et je regarde ma main qui est en train de tracer un cercle. Dans un deuxième paragraphe du poème, l'auteur nous dit « Je suis au bord de la folie, il s'est totalement déconstruit, il est parti de lui-même et se regarde lui-même en train de tracer ce cercle. » Il essaye de trouver un centre dans un espoir désespéré de trouver la plénitude. Et dans son désespoir, il se remplit délibérément d'un toit manquant et il met le toit dans sa bouche. Ce toit devient un cercle. Il vous fait pénétrer à l'intérieur de lui-même et devient à la fois sujet et objet. Salam choisit le sujet fondamental du deuil et de la perte, car il essaye d'intégrer cet objet perdu en lui pour que deux deviennent un. Il est désespéré et seul, se regarde en train de tracer cet unique cercle. C'est un appel désespéré de l'homme qui a tout perdu, de l'homme au corps fracturé et brisé, ce corps du poète. Mais le poète est toujours présent. Il s'agit là d'une sculpture qui s'appelle Poème, qui est un cercle qui vous amène à pénétrer l'œuvre. Et maintenant, vous voyez un enfant au sein de sa mère. Imaginez ce moment extraordinaire. Certains d'entre nous ont vécu ce moment-là, mais imaginez-le. Cet enfant qui se perd dans ses rêves avec cet objet très tendre et très doux dans la bouche. Qui est la mère? Qui est l'enfant? Quand on regarde ces formes arrondies et les yeux de l'enfant plein de plaisir, à l'intérieur et à l'extérieur, tout cela ne forme qu'un seul corps. Et vous avez ce moment totalement indéterminé qui forme la condition de l'objet. Ici, ce moment, c'est le retour à l'origine, avant la différenciation. Et si je dois suivre Mélanie Klein, avant même la formation de tout ce qui est symbolique. Permettez-moi maintenant de vous proposer mon Léviathan que j'ai proposé au Grand Palais. Mais vous voyez le lien que je veux établir dans toute cette fusion entre l'intérieur et l'extérieur. Le proto-état, avant le début, avant la définition. Dans l'art, comme je vous le disais, le récit arrive après le processus. L'objet n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Peut-être est-il possible que l'art touche à l'état de la matière qui elle-même est pré-symbolique, avant l'apparition de l'objet, avant l'apparition des mots. Nous connaissons cet état, et pour autant, nous ne pouvons le saisir, nous ne pouvons le nommer. Une condition de protomatière, de protoforme ou de non-objet, tel que je l'ai appelé. Ici, vous avez un objet interne, connu, inconnu, qui plane quelque part au crépuscule. Grayman Crimes. Vous avez ici des fumées. Voici le titre que j'ai donné à cette œuvre fabriquée de ciment, qui n'est qu'une œuvre de semi-description. Et ici, la Lachagari, qui est une déesse indienne qui est en train de se donner naissance à elle-même, qui s'involue elle-même
qui se remet dans un état d'apokatathèse, c'est-à-dire la restauration et le retour à un proto-état. Imaginez ce concept de se donner naissance à soi-même pour trouver ses origines dans ce que l'on est ou dans ce que l'on pourrait être ou ne pas être. Ici, une image tibétaine d'un concept similaire, c'est la déesse Dakini qui se reforme à partir d'elle-même. Je trouve que ce concept est absolument extraordinaire. Vous ne trouvez pas? Okay, now something completely different. Alors, quelque chose de totalement différent maintenant. Malevich painted the black. En 1915, quand Malevich a peint ce carré noir, il ne pouvait pas savoir ce qu'il faisait. Je crois qu'aucun artiste pourrait vous dire qu'il savait ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas savoir ce qu'il faisait. Ce bond vers la non-image, vers la non-forme, est apparu comme un véritable choc. C'était un objet totalement vide qui apparaissait comme une ombre, qui était une mémoire mélancolique d'objets perdus. Pour moi, c'est une ombre et pas simplement un tableau. Et c'est extraordinairement important pour moi. Et lorsque, en 2015, j'ai envisagé de travailler à Versailles, moi, ce que j'avais à l'esprit, c'était le nôtre, le monde bien ordonné de le nôtre, où la perfection géométrique avait transformé la nature en ombre, avec cette mélancolie de la perfection et de la dominance. Et je pense que le nôtre est l'un des plus grands architectes, mais je pense qu'il a également cette qualité de l'ombre. Dirty Corner, cette œuvre s'est toujours voulu être une interruption de l'ordre, avec ses rocs, ses formes qui arrivent ici dans le monde bien ordonné du roi Soleil. Et pour travailler avec le nôtre, il a fallu que je comprenne ce qu'il y avait dans les entrailles de son œuvre et que j'installe cette œuvre pour lancer un défi à son concept poétique. Et la meilleure manière pour moi de le faire était d'apporter des ténèbres sur le tapis vert. Et dans ce sens, Dirty Corner avait la nature d'une grotte très classique. Sorry, where am I? Yes. From the very beginning. Dès le départ, la forme assez perturbante de Dirty Corner semble avoir perturbé beaucoup de gens. Tout de suite, on l'a appelé le vagin de la reine. Et on a même dit que Dirty Corner était un objet sexuel féminin. Et du coup, la haine a commencé à s'exprimer, ce qui m'a assez étonné. Personne n'a jamais épanché sa haine sur des objets représentant la sexualité masculine. Ma décision de mettre la haine au sein de mon œuvre a été considérée comme étant une attaque à la sensibilité du bon peuple de Versailles. Pourtant, est-ce que l'art ne se doit pas d'être le reflet de la société dans laquelle il vit? La mélancolie, comme le disait Freud, reconnaît que nous avons perdu quelque chose sans que nous sachions exactement ce que nous avons perdu. Je vais répéter cette phrase, si vous le permettez, parce que pour moi, c'est important. Pour Freud, la mélancolie, c'est reconnaître que nous avons perdu quelque chose sans pour autant
savoir exactement ce que nous avons perdu. Donc c'est cette perte de quelque chose d'inconnu. Ici, à Paris, à Versailles, de nombreuses ombres politiques ont été perdues et se sont perdues sur ce dirty corner, sur le tapis vert. Dirty corner, c'est exactement ce qui ne va pas et c'est ce qui doit être éliminé, c'est ce qui doit être détruit immédiatement. Et je suis d'accord. Et c'est comme ça, bien entendu, que j'ai décidé de transformer le problème. J'ai mis un petit peu de dorure à l'intérieur, ça faisait Louis XIV. Mais il y a aussi un aspect que je trouve très important, très intéressant au niveau artistique. Très bien. Donc, dès le départ, mon travail à l'atelier m'a convaincu que la main d'un artiste est beaucoup trop précieuse et donne aux objets des détails tout à fait non nécessaires. Et du coup, j'ai découvert tout ce qui est auto-générique, ce qui se crée sans la main, sans l'artiste, ce qui se crée soi-même tout seul. La main de l'artiste, la main du sculpteur a une seule échelle, alors que ce qui s'autogénère n'utilise aucune échelle ou toutes les échelles. Et vous voyez que, bien entendu, je suis tout à fait intéressant par tout ce qui est monadique. Regardez ici. Les Indiens sont en adoration devant les rochers. Encore une fois, là encore, ce qui s'autogénère, ce qui s'autocrée. Swayam. Ici, une œuvre qui veut dire auto-manifeste en sanskrit. C'est un bloc de cire monté sur un rail et qui se déplace dans l'espace en se formant. C'est le processus qui donne naissance à l'objet. L'objet se crée lui-même. Et cette fiction de l'objet qui se crée lui-même déclare que l'objet est autonome, que l'objet a une vie et une ontologie qui lui est propre, qui n'a pas besoin de processus. L'objet est muet, est sourd, n'a aucune expression. Il est suffisamment expressif. Il est, pour citer Lévinas. Est-ce que l'on peut dire que l'herméneutique de l'objet est contenue dans le fait de sa propre création? Dans l'art, j'ai le sentiment qu'il y a deux objets subjectifs. Alors, bien entendu, il y a la subjectivité de l'artiste et ensuite, l'objet d'art crée la subjectivité et nous jouons entre ces possibilités. Et entre les deux, il y a l'intimité. Et l'art est le parfait médium pour l'intimité. L'art vous dit, viens, rejoins-moi, fais partie de moi. Et l'intimité est tout à fait à l'aise avec la peur et avec la beauté. L'intimité, c'est à la fois la peur et la beauté qui vont systématiquement main dans la main. Le sensuel, la sensualité n'est qu'un outil dans la main, dans le jeu de l'intimité. Et c'est grâce à la sensualité que nous sommes invités à pénétrer. Et toutes les œuvres que je crée célèbrent la sensualité tout en sachant pertinemment que la terreur est très proche. L'artiste est une marionnette et moi je ne suis que cette pauvre chose sans aucune validation jusqu'à ce que mon corps, mon Pygmalion, soit transformé par la vie. Le sculpteur tombe en amour de l'image qu'il a créée et à notre tour, il nous est demandé de tomber en amour avec cet art. L'art, ce n'est pas la beauté, la création, mais l'art, nous le reconnaissons
tout simplement parce que l'art devient nous par ce côté troublant, par ce côté étrange qui va au-delà de l'être humain. Mais comme nous le savons tous, dès lors que l'on parle de l'art, il y a toujours quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui entend, qui regarde, mais qui ne comprend pas, qui n'entend pas. Les artistes savent très bien qu'ils sont leur propre public. Moi, si je travaille, c'est pour moi, ce n'est pas pour vous. Ma conversation, elle est avec moi-même, mais je sais que je suis tel que vous, je sais que mes conversations avec moi-même sont en réalité des conversations que j'ai avec vous. Duchamp, Marcel Duchamp, parlait de l'artiste comme un être qui, du labyrinthe, au-delà du temps et de l'espace, cherche une voie vers une clairière. L'artiste est quelqu'un qui trouve une vérité mystique. Duchamp disait également que l'acte de création n'est pas réalisé par l'artiste tout seul. Le spectateur, dit-il, donne à l'œuvre un contact avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant et contribue donc à l'acte de création. Au XXIe siècle, je pense qu'il est juste de dire que le public de Duchamp est contrôlé par la politique, par la pression sociale et par tout le monde de l'art, ce qui veut dire que l'œil innocent que Duchamp présupposait n'est plus quelque chose que l'on peut prendre pour acquis. Désormais, notre public n'est plus libre. Les artistes sont interprétés et le public ne voit plus que par le biais des interprétations précédentes. Il n'y a plus d'œuvres d'art qui ne soient pas interprétées. Nous pouvons travailler, mais dans un contexte qui n'est plus libre des pressions sociales ou politiques. Et de plus en plus aujourd'hui, dans notre monde artistique, par les pressions économiques, l'argent est un prisme par lequel nous devons regarder les œuvres d'art. Et l'innocence de Duchamp me semble perdue aujourd'hui. Mais nous ne devons pas rendre les armes. Nous n'avons pas le droit de rendre les armes. Je vous demande de regarder la beauté tout en sachant que la politique est liée. On nous a parlé des droits politiques comme étant un but qui un jour serait atteint. On nous dit qu'il faut attendre qu'un jour nous aurons des droits, qu'un jour nous aurons la justice, qu'un jour nous serons libres, un jour. Puis-je me dire à moi-même lorsque je travaille, un jour je trouverai la beauté, un jour peut-être à l'avenir? Et est-ce que la beauté n'est pas là aujourd'hui, maintenant? Et est-ce que tout ce que j'ai à faire, ce n'est pas simplement de savoir la voir, cette beauté maintenant? Cette beauté maintenant dépend de ce que je vais faire ensuite. Tout dépend de ce que je vais faire maintenant et ensuite. Et vous voyez où je veux en venir. La beauté, c'est maintenant. Et la liberté, c'est maintenant. Tout dépend de ce que nous allons faire ensuite. Depuis que j'ai commencé, et je vous ai montré comme première œuvre, je vous ai montré Ascension, et maintenant je voudrais vous montrer Descension. Thank you. Je vous remercie. Bravo. Bravo Anis. C'était passionnant. Thank you so much.
Au fond, il y a plusieurs choses très agréables. D'abord, c'est très agréable de parler avec un ami, mais c'est très compliqué de parler avec un ami quand en plus il est un artiste. Et peut-être cette question de l'artiste est une question que je voudrais aborder assez rapidement. Auparavant, je voudrais dire que un des domaines vers lequel tu nous as apporté immédiatement dans ce propos très, très profond et très beau et très philosophique, c'est que tu as montré très clairement que l'objet n'était pas seulement défini par sa capacité physique et que tu nous amenais au-delà de l'objet et qu'une grande partie de sa réalité est métaphysique, ou en tout cas au-delà de sa physicalité. Mais ce que je voudrais te demander pour engager cette conversation, c'est le rôle que tu donnes à l'artiste dans la première partie de ta conversation tout à l'heure était extraordinairement ambitieux. Il faut plonger à l'intérieur de soi, il faut découvrir des vérités qui n'ont pas encore été révélées, il faut atteindre une beauté que l'on n'a pas le droit d'imaginer comme beauté. Et donc l'artiste que tu décris, celui qui plonge dans les limbes comme le Christ plonge dans l'obscur, est un héros, semble-t-il. Et donc, est-ce que l'acte artistique est un acte héroïque et est-ce que cet héroïsme n'est pas une fiction? It's all a fiction. Bien sûr que c'est une fiction. C'est une totale fiction. Je pense qu'il y a une idée classique au sein de tout cela, selon laquelle l'artiste est un fou et que si l'artiste n'est pas fou, alors nous serions tous perdus. Et j'ai essayé de dire que ce n'est pas ce que je sais, c'est ce que je sais ne pas savoir, ou ce que je sais ne savoir qu'à moitié, qu'à demi. C'est là qu'il y a des choses. Et c'est pour cela que j'ai insisté sur l'idée de désapprendre. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que je sais? Les artistes ne sont pas des gens particuliers, mais être capable d'aller là où on ne sait rien, ça c'est un processus, c'est extrêmement étonnant et extrêmement bizarre. Alors, j'ai visité quelques-uns des laboratoires ici et l'une des questions que je me posais, c'est est-ce que nous savons montrer, découvrir et découvrir. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai, il y a quelques années, travaillé sur une œuvre qui s'appelait Shooting into the Corner, tiré dans un coin qui était exposé à Versailles. Et lorsque j'ai travaillé là-dessus pour la première fois, tu veux que je le décrive, l'œuvre Shooting into the Corner? Oh yeah, okay, go on, describe it. Donc, parce que c'est important que vous voyez de quoi nous parlons. Et donc nous parlons d'une sculpture qui a une forme de canon et qui est accompagnée par des obus remplis de graisse et de cire mélangée, rouge. Et de façon extrêmement rituelle, un personnage vient à des périodes régulières et shoot, donc fait tirer ce canon qui tire cette couleur dans l'obscurité, dans un angle plutôt, et qui peu à peu crée à la fois une grotte et une obscurité qui progresse. Donc je disais, on m'avait proposé d'exposer chez Mack à Vienne. Et vous savez que, en termes d'art contemporain, Vienne est très connue pour l'école viennoise des actionnistes, ceux qui recouvrent leur corps de sang, Grus, Nietzsche, Kobler, enfin de très très grands artistes selon moi. Et je me suis dit, ok, je relève le défi et je vais construire un canon et je vais tirer dans un coin. Une idée complètement folle. Et puis le problème, c'est comment est-ce qu'on prend au sérieux une idée complètement folle? Donc j'ai fabriqué un canon. J'ai travaillé, j'ai trouvé comment fabriquer un canon, et puis on est passé par ce processus, et c'est là que je me suis rendu compte que, mon Dieu, mais ce que j'ai fait, c'est pas aussi absurde que ce que je pensais. Encore une fois, c'est
un psychodrame à la Duchamp. Male and female. C'est comme cet objet très phallique qui est en train de tirer dans un coin, ce coin qui devient un symbole de la féminité, de la civilisation. Et tout à coup, c'est un champ de possibles qui s'ouvre, auquel je n'avais pas pensé, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Donc peut-être que l'une des façons de répondre à votre question, et après je me tais, c'est de dire que le monde ne s'arrête pas une fois que l'on a fabriqué la chose, une fois que l'on a mythifié la chose. Donc l'artiste ne crée pas des objets. L'artiste en fait est en quête de mythologie au sens large. D'une mythologie de l'objet, si vous êtes, si vous avez le courage de commencer un projet sans être certain de la signification qu'il va avoir quand vous l'aurez terminé, cela veut dire probablement que dans le fait d'être artiste, de votre part, il y a une croyance. Vous croyez qu'un artiste peut atteindre une signification mythologique ou mythique particulière. Est-ce que la croyance est le mot juste? J'ai utilisé le mot foi. Alors, croyance, je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Car, oui, à un certain niveau, il faut croire en soi. Il faut croire également que les objets vous transforment. Vous m'avez dit une fois, depuis, dans la mesure où nous sommes amis, vous m'avez dit une fois, qu'en réfléchissant au chaman, on se dit que le chaman ne vole pas, et pourtant on sait qu'un chaman vole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Un chaman vole, on le sait tous, pourtant on ne l'a jamais vu voler. Donc il y a un processus mythologique dans la volonté de transformation. Et c'est compliqué de parler de tout cela, mais je suis convaincue que le fait que l'objet n'est pas suffisant, mais l'objet, c'est quelque chose qui amène d'autres possibilités. Même l'argent, qui est si vulgaire, devient très mythologique quand on parle d'art. Regardez un Picasso qui vaut, je sais pas, 26 milliards de je sais pas quoi. Ce que vous allez regarder, c'est la mythologie de l'argent en partie. Vous allez voir cet immense artiste qui a créé un objet, qui s'est transformé et qui a une telle valeur qu'il vaut plus d'argent qu'on peut penser. Et le prix, non pas de l'œuvre d'art, mais de notre croyance en l'importance de l'œuvre d'art. Oui, ça veut dire que on participe tous à ce voyage en mythologie, que ce voyage pour lequel nous devons être convaincus par l'artiste lui-même. Et il faut plus d'une vie pour être un véritable artiste. Je vois Daniel. Où est-ce qu'il est, Daniel? Daniel, là, qui a énormément travaillé pour nous amener. Klein. Yves Klein est un immense artiste, mais Daniel, je suis désolée de vous montrer du doigt, mais Daniel a tout fait pour nous dire « Ok, tout le monde a regardé Daniel, ok, ne l'embarrassez pas plus, s'il vous plaît, tout le monde l'a vu, merci. » Mais pour dire que la langue mythologique du travail d'une vie n'est pas suffisante, que nous faisons quelque chose à un niveau culturel, que nous donnons de la valeur, que nous évaluons les possibilités, la poésie dans un objet. Et que pour cela, il faut du temps. C'est ça qui est formidable avec l'art. C'est jamais simplement l'objet.
Je vais te dire deux choses. D'abord, pour que ça ne soit pas un private joke, la personne dont on parle, c'est Daniel Moquet, qui accompagne l'œuvre d'Yves Klein depuis des années et permet à plus de gens de pouvoir profiter de la connaissance de cette œuvre exceptionnelle. L'autre chose, c'est quand tu parlais tout à l'heure de l'atelier et de ce qui se passait dans l'atelier et de cette curieuse expression impersonnelle, l'œuvre est là comme elle est là, comme il pleut, comme un phénomène quasiment, comme un neutre, comme ça qui apparaît. Et au fond, l'apparition de l'œuvre est exactement l'expression de la différence avec l'apparition d'un objet ordinaire. Il y a une différence considérable dans l'obscurité de l'atelier entre un outil qui serait là et qui est présent pourtant, et une œuvre qui est là et qui est présente pourtant. Est-ce que tu peux caractériser la différence de ces deux présences? C'est que des questions faciles, il n'y a pas de problème. Yeah, exactly. Okay. Okay. D'accord. So, okay, you're going to have to repeat this. Il va falloir qu'on me répète la question là. Donc la question, c'est quelle est la différence? Il pleut. Quelque chose dans l'obscurité de l'atelier est là. Okay. So I would answer this way, to say. Ah oui, d'accord. Donc je vais répondre de la manière suivante. Premièrement, à titre personnel, je ne suis pas vraiment intéressé par l'expression. Quand je parle d'intériorité, je ne suis pas en train de parler de ce que j'ai à dire. Qui est-ce que ça intéresse, ce que j'ai à dire, d'ailleurs? Les plus grandes innovations, selon moi, les plus grandes innovations dans notre compréhension des œuvres d'art, ce sont les formes. Et pour moi, c'est un problème de langage. Qu'est-ce que cela veut dire que de regarder tel objet ou tel autre objet? Et c'est là qu'il faut essayer de séparer. Quand Lévinas parle de la condition d'une chose, je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous parler. Alors, je veux pas utiliser le mot d'absolu, mais c'est très difficile de ne pas l'utiliser. Il parle d'un état des choses, d'une condition des choses qui les sépare, et c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire avec toutes les choses. Combien de choses connaissez-vous? Avec combien de choses avez-vous vécu et que vous ne comprenez toujours pas? Pour ma part, j'ai tendance à dire qu'il y a très peu de choses. Même dans les objets d'art, il y a très peu d'objets qui ont cette part de mystère. Alors, l'un de ces objets, c'est le miroir de Duchamp. Enfin, ce sont des œuvres de Duchamp. Pour moi, là, ce sont des œuvres qui ont cette ambiguïté, qui sont dans cet entre-deux, qui vous confond. On peut les regarder encore et toujours, tout en se disant, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? Et il y en a pas beaucoup, des œuvres comme ça. Passionnant dans ce que tu viens de dire, je voudrais en reprendre deux. La première partie de ton propos évoquait la question de la forme, et tu disais, au fond, il n'y a pas d'autre chose importante que l'invention de la forme, et s'il y a encore de l'art contemporain, et s'il y a encore de l'art d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des personnes qui inventent des formes mystérieuses. Cela répond à un débat qu'on a aujourd'hui entre nous dans la communauté artistique, c'est y a-t-il encore art contemporain comme genre contemporain, ou est-ce qu'il y a seulement un art involutif d'exploration de soi, d'exploration de l'intériorité de l'humain, et qui n'aurait pas besoin d'autres formes? La réponse d'Anish est clairement, il n'y a pas d'art nouveau s'il n'y a pas d'invention de langage. Je crois que c'est ça que tu dis. Oui, je pense que pour qu'il y ait un nouvel art, il faut créer un nouvel espace. C'est clair. Pour un art nouveau, il faut un nouvel espace. Et je pense que c'est là quelque chose d'essentiel. Un nouvel espace. Pour créer de nouvelles poésies, il faut un nouvel espace, il faut de nouveaux sens. Si je devais vous parler de ma biographie, voilà ce qu'a fait mon père, voilà ce qu'a fait ma mère, ce serait mais ennuyeux. Qui est-ce que ça intéresse? À moins, évidemment,
que cela ne nous amène à d'autres formes, à d'autres propositions de formes, et que cela vous amène à dire « Ah oui, mais je n'aurais pas pu voir telle ou telle chose si je n'avais pas connu la singularité de cet aspect particulier de son intériorité. » L'autre aspect de la première réponse que tu faisais, mais déjà tu nous emmènes sur d'autres sujets sur lesquels je reviendrai, c'est qu'est-ce que c'est qu'un nouvel espace, évidemment. Mais l'autre aspect que tu évoques... Just keep it simple, will you? Non, mais l'autre aspect sur lequel tu nous attirais tout à l'heure, c'était en parlant d'objets que l'on n'en finissait pas de comprendre d'une certaine façon, et tu installais l'œuvre d'art dans cette catégorie d'objets en parlant de la fontaine de Marcel Duchamp, par exemple. Et au fond, la première question que la plupart des personnes qui te rencontrent et qui ne sont pas si familières de l'art que nous pouvons l'être, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification? Et au fond, à quel moment se construit la signification de l'œuvre d'art et quel est le rôle de l'artiste par rapport à la signification de l'œuvre d'art? Est-ce que la signification de l'œuvre d'art te concerne? Je pense que l'une des questions les plus importantes, si j'ai bien compris la question que vous me posiez, ou en tout cas si j'ai bien compris où vous souhaitiez m'amener, Jean, c'est est-ce que c'est de l'art ou est-ce que ce n'est pas de l'art? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'aime cette question. J'aime cette question parce que c'est une question qui nous amène sur nos valeurs culturelles, qui nous amène à nous demander quelles sont les limites. À quel moment est-ce que tel ou tel objet n'est plus ce qu'on a décrit? Et les artistes revendiquent ce pouvoir de chaman, de dire « ça, c'est une œuvre ». Et ensuite, que se passe-t-il? Et je crois que c'est simplement magique. Ce qui se passe, c'est magique. Alors, culturellement, nous donnons aux artistes ce pouvoir d'opérer ces actes de transformation qui sont très poétiques, extrêmement mystérieux et totalement absurdes, et qui vivent dans cet espace entre l'absurde et le sens. Et un jour, j'ai travaillé sur un projet dans ma maison et je travaillais avec un autre artiste qui avait du mal à voir la qualité de son travail. Et on en discutait, on disait « Ah, aujourd'hui c'est banal, le lendemain c'était extraordinaire ». Donc, entre l'état de sens et d'absurde, et d'être et de néant, il y a l'ombre. Quelle est la part d'ombre dans votre travail? Alors, moi j'aime regarder les choses d'un point de vue très freudien et dire que l'ombre, c'est l'objet perdu. Ce qui est extraordinaire dans ce que l'on voit, c'est que on peut voir, mais on ne peut pas retenir. L'œil ne peut pas retenir. Dans l'acte de vision, de voir, et là c'est du Merleau-Ponty classique, mais dans l'acte de voir, il y a un acte manqué. Vous voyez, c'est passé, c'est très fugace. Vous ne pouvez pas détenir, posséder. Donc la mélancolie fait partie de l'acte de regarder et crée nécessairement une anxiété de possession, de beauté, de haine, toutes ces anxiétés, toutes ces peurs. Nos anxiétés à nous, oui, mais les anxiétés qui proviennent également de l'objet. Et c'est la raison pour laquelle je parlais de deux subjectivités, la subjectivité de l'artiste et la subjectivité qui existe dans la relation entre le spectateur et l'œuvre. Donc oui, nous parlons de ce déplacement, le déplacement de l'objet. Et l'objet est toujours dans ce mouvement de va-et-vient. Si tu dis
il y a une forme de mélancolie. Il n'y a pas de possibilité, ou finalement, d'inventer un objet nouveau sans qu'il y ait une part de mélancolie dans l'existence de cet objet, parce qu'il s'inspirerait d'une origine perdue. Est-ce que c'est une origine perdue dont tu parles? Lost origin or... Yeah, maybe. I don't know. Peut-être, je ne sais pas. J'ai toujours été intéressée par l'objet involue qui se retourne sur lui-même et en lui-même. Et mon aventure très modeste m'a amené vers Brancusi et je pense que à notre époque, alors c'est peut-être un fantasme, hein, mais j'ai l'impression que à notre époque, on inverse cela. Nous ne sommes plus dans la caverne de Platon. Nous ne regardons plus vers la lumière, comme si nous étions dans la caverne de Platon, mais nous sommes en train de regarder vers les ténèbres, vers quelque chose qui est involu, peut-être féminin, peut-être dangereux, peut-être inconfortable. Nous ne sommes pas allongés sur un lit, mais nous sommes en train de regarder dessous. Et c'est tout ce qui est troublant. Tout ce qui nous propose de nouveaux espaces, de nouvelles possibilités, de nouveaux espaces. Est-ce que nous pourrions nous accorder pour dire que l'espace Internet se retourne sur lui-même? C'est peut-être la forme de l'univers. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que nous disent les scientifiques. Anis, avant de donner la parole à la salle, n'est-ce pas, ou peut-être pas, vous me direz, monsieur l'administrateur. En tout cas, deux questions, en tout cas. La première, probablement sur la description de ce qui se passe dans l'atelier. Au fond, tout à l'heure, tu as parlé du travail dans l'atelier comme un travail dans lequel il fallait atteindre quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'il y a de plus hideux en nous, idéos en nous, quelque chose qui ressemble à du vomi. Est-ce qu'il faut atteindre quelque chose d'aussi abject? Et est-ce que l'abjection fait partie de ce que l'on cherche à toucher? Encore une autre question difficile, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, dans mon narratif personnel, je me rends compte qu'au tout début de ma carrière, j'essayais de trouver un tout. Et au cours des 10 dernières années, je me suis rendu compte que je pouvais m'autoriser à travailler sur l'abject, sur le fragile, sur l'incertain, sur des objets impossibles et fragmentés plutôt que sur des objets qui soient des tout. Alors est-il nécessaire d'arriver à la plénitude? Je sais que l'abject est très problématique, mais m'attire beaucoup. Et peut-être que c'est parce que dans l'abject, il y a la mort et que nous ne pouvons nous empêcher de nous poser la question de savoir quand nous allons mourir. Vais-je mourir? Qu'est-ce que c'est que la fin? Quel est le sens de cette fin? Donc, c'est une question de conscience, en fin de course. Et c'est le seul domaine pour lequel la science n'a aucune réponse. Désolé, Alain, mais vous n'avez aucune réponse. Et peut-être que les artistes peuvent envisager cette question de la conscience. À partir de quel moment une chose a un sens? À partir de quel moment est-ce qu'une chose n'a pas de sens? À partir de quel moment une matière première se transforme d'un état de matière première à quelque chose d'autre? Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Et je pense que ce mouvement de va-et-vient, c'est là que réside le problème de ma conscience et de sa conscience.
talk about them. Alors, c'est vraiment très compliqué de parler de tout cela, hein, mais j'ai essayé. Peut-être, pour ne pas être trop long, une encore. Entre la voix puissante de l'art et son silence absolu, entre sa présence certaine et sa fiction, la fiction qu'il a fait apparaître et qui n'est pas si réelle, qui dépend de notre confiance et de notre croyance, à quoi ressemblerait la voix de l'œuvre? Quelle est la voix de l'œuvre? Est-ce que c'est une voix puissante, une voix incertaine, une voix fragile? Are you my friend or what kind of question is this? Vous êtes vraiment mon ami? C'est quoi cette question? Oh God. Mon Dieu. It's a good question. Mais c'est une bonne question, hein? Je pense qu'on devrait s'arrêter sur la question, d'ailleurs. Yeah. Alors, I think to do this job, to be an artist, être un artiste, one has to pour faire ce travail, have a strange combination. il faut être tout à la fois fragile et sûr, certain. Osciller entre la certitude et la peur. It's not. It's fragility. This. Donc je dirais que cette voix est fragile. Il faut garder ce sens du « je ne sais pas ». Yeah, but I think in Oui, on peut dire que c'est une voix incertaine. Et dans cette phrase, dire « je ne sais pas », c'est une volonté étrange to look for, to find, to be. de chercher et de chercher en silence et d'être dans le silence. Go to the studio. I don't. D'être et de dire « je ne sais pas ». Et peu importe d'ailleurs que je sache ou non. Est-ce que ça c'est mieux que cela? C'est pas grave. Et d'être dans cette question, de telle sorte que l'objet d'une manière ou d'une autre, et c'est très mystérieux d'ailleurs, mais c'est l'objet qui va porter une partie de cette énergie, de cette possibilité, de cette puissance psychique, et c'est ce qui laisse la porte ouverte à la possibilité du sens. Greater number of meanings around a word. Et plus il y aura de sens autour d'une œuvre, plus grande sera l'œuvre. Donc une œuvre n'a pas un sens, elle a toute une multitude de sens. Et c'est là qu'il faut laisser la porte ouverte au sens. Donc la question est toujours, est-ce que mon œuvre est terminée? Est-ce que je dois encore travailler? Peut-être qu'elle est déjà terminée. Je crois que c'est là que ça se situe. Merci, Amish. Merci infiniment. Je pense qu'il nous reste probablement à remercier Jean de Loisy et Anish Kapoor d'avoir fait ce dialogue qui parfois est un peu un dialogue de sourds. Il y en a un qui cherche du sens et l'autre qui cherche à le casser, mais d'une certaine façon, casser le sens, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans l'art, je crois, personnellement. Et donc, merci énormément de nous avoir éclairé sur ce que peut être une œuvre d'art et surtout ce qu'elle n'est pas. Voilà. Donc maintenant, nous allons clore, je pense, cette soirée magnifique. Et je vous demande d'applaudir nos deux collègues. Merci à vous.